Alors c'est qui ? Bah oui, c'est un peu bizarre de démarrer le podcast comme ça, mais c'est qui ? C'est le nom du podcast d'Impro Suisse qui part à la rencontre d'improvisateurs et d'improvisatrices du monde entier. Et aujourd'hui, c'est Johan et Alban Skeuten que nous rencontrons. Alors Skeuten, ce nom te parle certainement parce que la famille Skeuten est remplie de talent. Bah, tout d'abord, évidemment, on a ces deux brillants improvisateurs qui sont bien reconnus dans le monde de l'improvisation, mais aussi une sœur performeuse, un oncle dessinateur de BD et lauréat du prix manga au Japan Media Arts Festival en 2013, un père architecte et inventeur d'objets hallucinants et plein de choses que je me réjouis de découvrir avec vous durant ce podcast. Donc on est à Bruxelles, rue Wallem, Alban et Johan Skeuten. Bonjour. 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 Et je démarre vraiment comme si on était genre sur France Inter. Ouais, c'est génial, j'adore. C'est hyper professionnel. Regardez la vidéo, l'appartement est aussi magnifique. Ouais, c'est beau, hein. Ouais, il est beau et il est bien grâce à la personne qui a fait l'état des lieux, monsieur Alban Skeuten, merci. Voilà. Pour ceci. Nickel. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. On va parler un petit peu avec vous de vous, votre rapport à l'impro, et surtout à travers le prisme de votre famille qui est pleine d'artistes. Ouais, t'en as oublié d'ailleurs. Hein. Oui. Je tiens à dire qu'il en manque quelques-uns dans la liste. Ça, c'est vraiment ce que je sais, ce que tu as bien voulu me dire, mais effectivement, il y en a 12 millions d'autres. À chaque fois qu'on en parle, à chaque fois, tu m'apprends de nouvelles choses. Je me réjouis de découvrir tout ça. Mais avant de parler d'eux, on aimerait bien parler de vous, savoir un petit peu qui vous êtes. Donc, moi, voilà ce que je sais de vous. Déjà, on a Johan Skeuten à ma droite, improvisateur, inventif et créateur de beaucoup de spectacles. Tu as joué notamment au Luxembourg, tu as joué forcément ici à Bruxelles aussi. Et tu as fait plein d'autres choses en lien avec l'impro aussi dans des formats qui sont généralement même pas liés au match. Tu as fait beaucoup de concepts, effectivement. Comment toi t'es arrivé à l'impro ? Alors, je suis arrivé à l'impro par mon frère, qui en a fait devant moi, devant mes yeux, pendant 7 ou 8 ans, avant que je me dise, tiens, en fait, peut-être que j'ai aussi envie d'en faire. Je suis un grand timide à la base, et donc j'ai jamais entrevu cette possibilité. Ok, c'est marrant. Je ne connais pas du tout comme ça, moi. Voilà, je suis un introverti qui s'extraverti. Ouais. Et puis voilà, en fait, comment ça a commencé ? J'ai toujours cru que c'était impossible. Je voyais sa bande qui s'amusait et tout. Je me dis c'est génial. J'étais le plus grand fan, à mon avis, de la famille. Et puis un jour, un week-end scout, il y avait un gars qui était improvisateur, entre autres Damien Auquin, qui a organisé un match d'impro. Et là, par rapport à tous les autres, moi j'avais 7 ans d'expérience de spectateur, donc je savais quoi faire. Et donc en fait, j'ai fait mes premières impros comme ça. Et tout le monde m'a dit mais tu fais de l'impro, tu devrais en faire. Et je me suis dit je vais peut-être me lancer. Alban m'a dit il y a des week-ends d'initiation, ça engage à rien. Je me suis dit c'est vrai que ça engage à rien. C'est bien de dire ça n'engage à rien. Voilà. Le truc, donc j'ai fait le week-end, j'ai testé et j'avais prévenu. Moi j'étudiais à Louvain-la-Neuve, c'était à Bruxelles, c'était le lundi soir, pas possible quoi. Donc et à la fin du stage, le gars me dit voilà, donc toi tu ne continues pas, hein, c'est ça ? Si, je continue, je suis mordu, c'est fini. Trop bien. Voilà. Cool. Bienvenue. Ça fait combien de temps maintenant ? Je suis dit bienvenue un peu tard, mais. Je crois que j'ai commencé l'impro en 2006. En 2006, ça commence à dater, effectivement. T'es un vieux garçon de l'impro maintenant. Voilà, exactement. Cool. Et face à toi et à ma gauche, on a Alban Skeuten. Je veux juste savoir si tu as une feuille, je vais commencer à compter mes années, parce que j'en ai pour quelques temps. Le vieux papy de l'improvisation. Non, quand même pas. Il y a des papys plus papys que moi. Il y a des papys plus papys que toi, parce que toi, tu as l'air de toujours avoir 25 ans. C'est ça qui est assez affolant. À chaque fois, ça fait bien 10 ans que je te connais et t'as pas pris une ride. C'est très beau. Moi, j'ai fêté 2 fois mes 18 ans. Complet. À 15 ans d'écart. Non, 18 ans d'écart. Donc, Alban, improvisateur inventif et créateur de beaucoup de choses, toi aussi, de ton côté. Moi, j'ai noté improvisateur de génie, connu notamment pour son rôle du corbeau dans une comparée d'un match d'improvisation en Suisse à Lausanne. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette fois où tu débarques sur une de nos comparées en faisant un putain d'oiseau. Et genre, t'as une standing ovation pour cette connerie. Bravo. Je tiens à dire, je plaide coupable, c'est-à-dire que je suis même un multirécidiviste parce que je fais beaucoup de spectacles d'improvisation et on ne parle généralement que de mes animaux à la fin, alors que je suis également un très grand constructeur, mais les spectateurs, personne ne s'en rend compte. Donc je tiens à le dire à tout le monde, je suis un
un improvisateur de génie, Ouais. mais qui n'est reconnu que dans son... Que pour les animaux, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Du cul des animaux, ça marche toujours bien en Bah impro, ouais, c'est bien forcément, connu. c'est la recette miracle. Toi, comment t'es arrivé à l'impro? Si tu me dis que t'as vu ton frère et que du coup ça t'a donné envie, je te crois pas. Ah. Alors attends. En fait, On va reprendre. Moi, j'ai vu mes cousins. Alors, c'est vrai en plus. Alors, mais c'était pas de l'improvisation. Mais Ok. en fait, quand j'étais tout jeune, mes cousins préparaient des spectacles. Alors cette fois-ci, c'était des pièces de théâtre. Mhm. Et donc j'avais 7 ans et ils m'ont demandé de jouer avec moi, avec eux. Johan probablement était encore un peu jeune parce qu'il devait avoir 5 ans à ce moment-là. Mais donc on faisait des pièces de théâtre et c'était très très sympa parce que on rejouait des sketchs qu'ils avaient appris lorsqu'ils étaient scouts Mhm. et on rejouait ces sketchs et puis à la fin de l'été moi j'ai dit mais je veux faire du théâtre et donc à 8 ans j'ai été inscrit au théâtre, j'ai fait 9 ans de théâtre, c'était un théâtre jeunes enfants, ados, Mhm. et à 18 ans ça s'arrête. À tes premiers 18 ans. Ah, mes premiers 18 ans, Ouais. oui, les deuxièmes 18 ans, j'étais déjà à l'impro. Et donc là, je me suis retrouvé dans une sorte de voie de garage, alors avec mon ami de l'époque, Vincent Doms, qui fait aussi énormément de théâtre et d'improvisation, qui est comédien professionnel aujourd'hui. On s'est regardé, on s'est dit, mais on va faire de l'improvisation parce qu'on avait eu quelques petits stages sur le sujet de l'improvisation. On avait trouvé ça absolument génial. Moi, j'avais découvert que je pouvais faire du spectacle sans étudier un texte et l'oublier instantanément. Et en réalité, quand je montais sur scène, je jouais, j'inventais mon texte. Et alors mes partenaires, eux, étaient complètement déboussolés parce que ils ne pouvaient plus suivre la trame que j'avais étudiée pendant des mois. Tu la merde dans une troupe de théâtre. Ah mais à plusieurs reprises, hein, c'est véridique. Hein. J'ai joué Shakespeare en disant putain sur scène Ah ouais, et à ok. plusieurs reprises. Donc là, je peux vous dire que cette année-là, je me suis dit c'est pas pour moi le théâtre. Mais par contre, j'aimais tellement la scène que on s'est inscrit à l'improvisation et donc là on a commencé. C'était, je pense oui ça devait être 2000. T'avais 18 ans, Alban, je pense. Ouais, c'est vrai. Ça fait Ouais, 23 ans qu'il a 2000. 18 ans. Ouais. En 2001, alors. En 2001, exactement. 2001. Voilà. 2001, donc Ça fait 20 ans. ouais. Bah, beau parcours les copains, c'est bien. Dis donc. Et puis je me suis jamais arrêté, donc depuis que j'ai 8 ans jusque maintenant, j'ai jamais arrêté. Ah si, Ouais. si, le Covid m'a Oui, fait le arrêter. Covid, J'ai dit, voilà, moi, ça ouais, fait un an, forcément, ouais, forcément. Un clairement. an d'abstinence. C'est un peu dur, hein, on commence à en avoir gros sur la patate, mais voilà, on tient bon. Mais c'est vrai que intéressant de se dire que ça fait aussi longtemps que ça que vous faites de l'impro, mais en même temps vos parcours, enfin vous avez rarement, enfin moi en tout cas je vous ai pas vu très souvent jouer ensemble, ni dans la même équipe ni quoi que ce soit. Ah mais non, surtout pas. On sait pas jouer ensemble. Hein. On s'est vite et c'est d'ailleurs assez difficile. Donc moi, j'ai dû, comme la Belgique est un petit pays, j'ai dû m'exporter au Luxembourg pour faire de Encore un plus l'impro. petit pays. Qui est encore un plus petit pays, effectivement. Il n'y a aucune chance qu'ils viennent me rejoindre. Et aussi, c'était là que je pouvais avoir un peu d'air parce que Ouais. tout le monde le connaissait. Il avait 5 ans d'avance au moins, Ouais. plus la carrière théâtrale que je n'avais pas. Donc voilà, très dur pour moi. Et ce qui Oui, très dur pour moi de gérer cette avance, de se rendre compte de cette supériorité et d'avoir du mal à jouer avec Ouais, son petit frère. Mais c'est bien, ça t'a permis de travailler un petit peu sur Sur mon ego. sur ton ego. Ouais. C'est bien ça. C'est intéressant, c'est que vous avez un parcours de dingue enfin, autour de l'impro. Et en fait, cette famille qui est là autour, on va vite en parler, mais vous n'avez pas choisi d'en faire votre travail, l'impro. Non. À côté, vous faites d'autres choses. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu pourquoi vous avez préféré une autre voie que garder, de persévérer dans celle de l'impro puis d'en faire vraiment votre travail? Peut-être qu'il n'y a pas de raison. Hein, mais On lève la main quand on veut répondre ou bien vous Non. répondez comme vous voulez. Je vais peut-être commencer, mais moi, j'ai... Moi aussi, je vais commencer. Bon, écoutez, je vais vous expliquer pourquoi vous avez choisi plutôt une autre carrière. Voilà, j'étais déjà étudiant, en fait, quand j'ai commencé à découvrir l'impro. Donc, j'avais déjà mis un pied dans l'engrenage. Et tout simplement, donc pour les auditeurs, moi je suis consultant en informatique et depuis tout petit, j'ai découvert l'informatique, j'étais passionné par cet outil magique et les gens me demandaient qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand. Et puis il dit ah non mais toi évidemment ce sera l'informatique. Et donc avant mes 16 ans, je me suis pas posé la question de ce que je voulais faire plus tard. Et ça, c'est véridique. Et donc, un jour, en 5e, on m'a dit, ben voilà, il faut s'inscrire à des ateliers pour en savoir plus, où tu vas aller, dans quelles études et tout. Je dis, c'est vrai, ça, en fait, peut-être que j'ai pas envie de faire ça. Et comme je suis un peu indécis, j'ai choisi ingénieur civil parce qu'il y avait moyen de prendre plein d'options différentes dans tous les sens. Et donc, en fait, j'ai reporté ce choix sans cesse.
Et voilà, c'est vrai que je m'étais dit, avec l'informatique, c'est ma passion, je veux pas en faire mon métier. Mais j'ai pas réussi à faire ça. Finalement, j'en ai fait mon métier. et avec l'impro, peut-être que je me suis dit, comme c'est ma passion, j'ai pas envie de en faire mon métier. Je pense que il y a peut-être aussi un aveu de dire que je suis pas en fait assez doué par rapport à tous ceux qui font vraiment ou j'ai pas le courage, je sais pas. Oui, je pense que c'est plus une histoire de courage et de travail, mais enfin ouais, c'est intéressant vu vos parcours en tant qu'improvisateur, d'avoir fait ce choix. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui se disent, je préfère pas parce que je veux que ça reste une passion. Il y a vraiment. Il y a un plaisir, ouais. C'est peut-être ce que Alban va dire, je sais pas. C'est assez marrant. J'ai deux, trois anecdotes là-dessus. La première sur cette question-là, c'est que depuis que j'ai commencé le théâtre, les profs de théâtre qui étaient aussi improvisateurs, donc c'était Valérie Donte, Sophie Donte, Valérie Benjilali, etc., qui sont tous des improvisateurs belges. Valérie Donte et Sophie Donte. Oui, ce sont des sœurs. Oui, j'imagine, parce qu'elles portent le même nom de famille. Mais... Oui, donc ce sont des sœurs, tu vois, c'est comme Johan et moi, on a le même nom de famille. Mais donc ça, j'avais, mais c'est juste c'est les parents, en fait. Le nom de famille est rigolo, c'est tout. C'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Riel? Non, rien. Je crois qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. Oula. Oui, alors, il fallait une première. Non, je voudrais quand même faire un petit disclaimer. Voilà, ça fait tous des mois qu'on n'a pas joué, donc on est tout à fait rouillé en jeu de mots, etc. Assumez vos jeux de mots. Donc, de toute façon, nous on a l'habitude d'être payés, et donc là, comme on n'est pas payé. Bah oui, effectivement. Attendez, vous savez pas, à la fin, je vais vous offrir à boire, à manger. Un podcast suisse, c'est sûr. Comme les vrais artistes, on vous offre pas. Allez, la main sur le cœur. Bon, je vais quand même répondre à la question. Donc tous ces grands noms du théâtre et de l'improvisation belge passaient leur temps chaque année, en fin d'année de notre année de théâtre, nous demandaient, mais est-ce que vous allez faire comédien professionnel? Et je me souviens que tous mes camarades disaient, ah oui, moi ça me tente bien, et aujourd'hui ils sont tous comédiens ou presque. Et moi j'ai toujours répondu non, j'ai toujours été tout à fait déterminé sur cette question-là. C'était pas du tout la voie que je voulais prendre, c'était beaucoup plus une voie familiale. C'est vrai, car figurez-vous que moi j'ai toujours rêvé quand j'étais petit d'être dessinateur de bande dessinée. Alors c'est, comme je disais, c'est pas très original d'un point de vue familial. Et donc non, mais pour les gens normaux, enfin pour le gros des gens, crois-moi, ça l'est. Oui, mais dans ma famille, c'est pas très original. Et donc j'ai toujours rêvé d'être dessinateur de bande dessinée, et j'en ai discuté avec mon père qui m'a dit, mais écoute, tu sais, dessinateur de bande dessinée, ça rapporte pas, tu vois. Bon, déjà, il était bien placé pour me faire de la morale d'un point de vue familial, parce qu'il a quand même fait quelques bandes dessinées. Mais il m'a dit, par contre, si un jour tu veux faire la bande dessinée, ton diplôme de dessinateur de bande dessinée, il te sert à rien. Il y a personne qui va jamais te demander un diplôme de dessinateur de bande dessinée. Ce que tu peux faire, par contre, c'est l'architecture, comme moi et comme ton grand-père. Il n'influence pas, quoi. Non. Et comme ça, t'as un vrai métier, tu peux gagner ta vie, puis après, si t'as envie, tu fais des bandes dessinées, et puis voilà, comme ça, tu peux un peu. Donc, j'ai fait l'architecture. Aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça, et j'ai jamais fait une bande dessinée. De toute ta vie. De toute ma vie. Ah si, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées. Si, mais elles sont toutes mauvaises. Honnêtement, j'aurais peut-être dû faire des bandes dessinées sur les animaux, tu vois. Si t'avais fait une école, t'aurais été moins mauvais. Bah voilà. Et là, je suis un peu vexé parce que une des presque seules BD que j'ai fait, c'était avec mon frère. Donc, c'est vrai. Oui, on a fait une BD à 6 mains, ou plutôt 3, parce je crois qu'on a plus dessiné tous la même main. Mais avec mon frère et mon frère, on a fait une BD et on a fait quelques pages chacun. Non, sa sœur, pardon. On situe aussi un petit peu la famille. Il y a combien de frères et sœurs en tout de chez vous? Ça dépend comment on compte. C'est pas. On est 5 au total, mais voilà, on est 3 des mêmes parents. Ouais. Voilà, et donc avec ma petite sœur qui est aussi dessinatrice performeuse, et avec Alban, on a fait une BD à 3 mains, on va dire. Ouais. Et donc je suis un peu déçu qu'il dit que les BD qu'il a faites sont moches, surtout que comme moi je suis le seul non dessinateur dans le trio, je me sens le poids. Mais du coup, poil. Ouais, je vous laisserai régler ça, mais toi tu faisais quoi dans cette BD, du coup tu t'es occupé je dessinais, oui. Ça ça m'a fait plaisir, et j'ai dessiné un tiers des pages. Je relève juste un truc, excuse-moi, c'est que quand même, tu ne sais pas dessiner, tu le dis, et en même temps, tu travailles sur un projet de BD. Enfin, non, attends, là, je vais t'arrêter tout de suite. Dans la famille, dans notre famille, c'est un peu le sujet du podcast, donc dans notre famille, faut savoir que mon grand-père, quand mon père rentrait de l'école, quand il était petit, il lui disait, mais écoute, d'abord, ce que tu fais, c'est que tu commences par faire un dessin, tu fais une peinture, quand elle sera bien, et voilà,
peut-être qu'il te restera du temps et tu feras tes devoirs. Voilà. Donc ça, c'est bien l'atmosphère familiale. Il faut savoir que dans la famille Schouten, à peu près, si tu dessines, tu as de l'intérêt pour la famille. Si tu dessines pas, tu n'existes pas, en fait. Hein. Enfin, faut être très simple. Hein. Donc, nous sommes 80 Schouten en Belgique. Il en existe 14 réels. Tous les autres sont des imposteurs. Enfin, voilà. Et Johan, en tant que non-dessinateur, a été obligé de dessiner. Alors que tu dessines quand même bien. Mais pas bien, peut-être sur l'échelle de ta famille. Mais moi, je te jure, si je dessine un truc, tu le reconnais pas. Non, c'est peut-être ça, en fait. Disons que j'ai ça dans le sang. Donc, je dois pas beaucoup dessiner pour que les gens soient épatés, le commun des mortels. Mais j'ai dessiné jusqu'à mes 9 ans sous obligation paternelle. Et puis je dessine une fois tous les 3 ans, quoi. Et quand je dessine, en fait, ça m'éclate. Non, parce que ça, encore une fois, je pense que vous êtes. Je me réjouis de découvrir à quel point vous vous rendez compte que vous êtes influencé sur plein de choses par rapport à votre histoire familiale, parce que, typiquement, des gens normaux comme moi, je dessine pas, et pour moi, c'est très compliqué. Ouais, je sais, mais je suis pas un Schouten, donc j'existe. C'est ça la différence, ouais. Mais c'est assez fou de se dire que tu vas quand même te lancer dans un projet artistique comme une BD ou un truc comme ça, même peu importe l'échelle, tu vois. C'était un cadeau de Noël, on a fait ça, 10 exemplaires. C'est un calendrier de coloriage en réalité que vous avez fait. Non, mais c'est assez révélateur, je trouve aussi, par rapport à ça. Alors ça fait partie de ma personnalité. Moi, je suis un touche-à-tout. Je dis toujours que si je pouvais, je testerais tous les métiers, mais juste une journée. Et ça me ferait plaisir, honnêtement. Chirurgien du cœur. Oh non, t'imagines vraiment. Oh non. Ah non, c'était cool. C'était cool. En fin de journée, c'était chouette. Hein, je me suis bien marré. Lui un peu moins. Mais... C'est vrai qu'ils sont tous morts, mais sinon cool, quoi. Donc voilà, un jour j'ai écrit un livre. J'ai déjà fait des clips de rap. Voilà, t'as essayé plein de trucs. De pas se limiter. Enfin, c'est un peu ça. J'ai une pote en Suisse, Tian. À qui je dis coucou si elle écoute ce podcast. En gros, elle faisait de l'impro, elle faisait des études en parallèle, et puis elle a jamais compris qu'elle était hyper douée. Et à côté de ça, elle a commencé à se développer dans d'autres voies, notamment la danse, le dessin. Elle dessinait, elle faisait des dessins hyper drôles avec de petits lapins qui s'entretuaient. Enfin bref, c'était hyper cool ce qu'elle proposait. Et en fait, un jour je la croise, elle me dit en fait, quand t'es artiste, quoi. Enfin, toi, tu te poses pas la question, mais oui, peut-être. Quand tu sais faire autant de choses que ça, t'essayes et c'est possible. Mais de se décomplexer par rapport à ce truc de je sais pas, j'essaye, c'est pas toujours évident. Quand on vient d'une famille où... moi, je prends toujours cet exemple. Mon père, j'ai 4 ans, je lui dis je veux être pilote d'avion. Il me dit mais tu peux pas, il faut être ingénieur. Tu vois, parce que c'est pas dans le champ des possibles. Donc, d'un côté, tu as des familles qui sont hyper limitantes. Vous, de votre côté, j'imagine, de ce que vous me dites, c'est pas du tout limitant sur le côté artistique, en tout cas. Bah, ce qui est limitant, c'est de faire... Enfin, en fait, surtout, c'est de vivre de ta passion. Parce qu'en fait, avant tout, on est dans une famille de passionnés. Et donc, tous les gens, toutes les familles qui nous entourent, et qui sont des gens qui ont fait des choix rationnels, c'est-à-dire, alors je parlais un peu de manière amusante sur le fait que j'ai pas fait la bande dessinée parce que mon père m'a proposé de plutôt faire l'architecture, mais j'ai quand même choisi l'architecture par choix et par plaisir. Je le pratique aujourd'hui par plaisir, à plaisir énorme. Mais il y a beaucoup de gens qui font des choix d'études ou des choses comme ça par rationalité. C'est quelque chose qui est complètement ovni dans notre famille. Donc on est tenu chacun de faire ce qu'on aime, et on doit être passionné. Je crois que le plus difficile dans notre famille, c'est certainement s'il y a quelqu'un qui n'est pas passionné. Je pense que la passion, qui fera un job qui l'emmerde, quoi. Oui, mais même, je pense qu'on est dans une famille de passionnés. C'est-à-dire que tout le monde vit à 200%, quoi. C'est les réunions de famille, quand on est les 80 à Noël, ça parle très fort, et ça peut s'engueuler, parce que chacun a un avis très arrêté sur les choses. Ce sont des discussions. Passionnés, quoi. Ouais, vraiment. Mais parlons de cette famille un peu pour celles et ceux qui connaissent pas. J'expliquais avant qu'on commence à enregistrer, moi, comment j'ai découvert un peu, en fait, toute votre famille. L'univers Schouten. Je me retrouve à devoir imprimer mon billet d'avion. Donc, je dormais chez toi, Alban, j'étais venu en week-end. On se connaissait déjà depuis de nombreuses années. Et tout d'un coup, je dois imprimer mon billet. Et tu me dis, bon, mon imprimante ne fonctionne pas, on va chez mes parents. On traverse la rue, on arrive chez tes parents. Et là, je découvre une maison. Donc, rien que dans le garage, il y a genre un prototype et une invention de ton père. C'est une voiture, enfin de votre père, une voiture à assistance électrique ou je sais pas quoi. On débarque dans le salon, la maison est dingue. Architecturalement, forcément, c'est dingue parce que le papa est architecte.
Il y a une baignoire en bois taillée vraiment à la main pour 2 personnes. Ouais, mais qui est dans la chambre, enfin juste ça, avec des pierres que quand tu tournes, il y a de l'eau qui... Enfin, je me rappelle de ça. Et surtout, une nacelle... Attendez, juste écoutez bien ça. Une nacelle, quand tu te poses dedans, donc elle est accrochée aux arbres dans le jardin, quand tu te poses dedans et que tu te mets à méditer, dès que tu es en état de méditation, elle grimpe dans les arbres et tu es au-dessus des toits de Bruxelles en méditation. Non mais sérieusement... Qu'est-ce que c'est que cette famille? T'as choisi le bon moment aussi pour passer. Je pense qu'il y avait tous les éléments pour te convaincre. Non mais c'est fou. Enfin, du coup, ouais. Parlons déjà un peu du papa, parce que c'est votre lien le plus direct. Oui. C'est qui ce monsieur? Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a de... Alors, c'est un grand rêveur. Et donc, ce qui fait qu'il est beaucoup dans sa tête, mais il invente beaucoup de choses et il n'a pas de limite. Tous les possibles sont à explorer. Et je pense que c'est ça qui le fait entrevoir des solutions que d'autres auraient réfutées. Donc, il est beaucoup dans les utopies. Il a inventé un néologisme, un mot valise qui est l'archiborescence, donc le fait de faire de l'architecture avec les arbres en accord avec la nature. Ah oui, j'ai entendu ça. Ouais, c'est un des pionniers, effectivement, de cette discipline. J'ai entendu ça. Oui, donc dans les années 70, il a construit la première maison autonome, ou pratiquement la première maison autonome. Donc, c'est-à-dire que l'un des pans de toiture était complètement couvert de panneaux solaires dans les années 70. Il avait une éolienne dans son jardin qu'il avait reçue d'un Caterpillar, donc il avait sonné aux usines Caterpillar, il avait négocié cette éolienne, et donc il avait une éolienne qui alimentait les batteries de sa maison, donc elle était totalement autonome. Et il y a à cette époque-là, il y avait des 3000 Japonais qui venaient chaque année pour visiter cette maison. Donc il était connu comme dans le monde entier pour la construction de cette maison. Donc ça c'est comme ça qu'il a débuté son combat pour un futur de lier le vivant avec l'architecture. Donc c'est l'architecture vivante et il essaie de plus en plus de s'en rapprocher. Ok, donc ça c'est pour la partie architecture. Tu disais rêveur aussi. Ben, il a toujours pensé à plein de par exemple ce truc de méditer, de léviter en fait. C'est lui qui l'a imaginé, en tout cas je pense, et surtout qui a fait en sorte que ça devienne concret, réel. Ouais. Il a un ami qui est dans tout ce qui est méditation, donc il avait l'appareil pour détecter le niveau de méditation, et il a dit ok, je vais contacter quelqu'un qui va me faire un treuil, on va connecter les deux, et voilà, ce genre de truc ça l'éclate en fait. Mais ce qui est drôle, c'est que déjà ça, c'est dingue. Puis ensuite, en discutant avec lui, il me dit ouais, j'imagine. Et je crois dans mon souvenir, il me montre une image, un dessin qu'il a fait, un dôme. Il me dit ouais, en fait, dans ce dôme, on pourrait être accroché des ballons d'hélium. Ouais. Puis en fait, tu volerais dans ce dôme pendant que d'autres personnes seraient en train de léviter sur ces nacelles, machin. Puis en gros, ce serait juste un parc de bien-être là-dedans. Comment ça s'appelle, tu disais? Ça s'appelle un aérium, parce que c'est je crois que c'est un espèce d'hangar rempli d'air. Et alors, ce qui est génial, c'est que mon père a toujours adoré voler. Moi, c'est quelque chose qui aussi m'attire, même si je suis peut-être plus trouillou. Mais grâce à lui, on a volé. Trouillou? Oui, c'est peut-être trouillard. Trouillard, voilà, d'accord, c'est ça. Donc on a notre langage aussi. Ouais. C'est même pas belge, c'est juste Keuten. Exactement. Et donc en fait, moi j'ai déjà volé dans ces ballons, c'est assez génial. Ça existe. Ce qui existe déjà, c'est le fait de pouvoir voler. Donc c'est dans des hangars en dôme, donc en tôle. Donc en fait, on ne voit pas malheureusement l'extérieur, mais c'est des ballons énormes remplis de, je crois que c'est 200 mètres cubes remplis d'hélium. Et donc en fait, on a comme des nageoires. Et on peut voler, vraiment voler. Donc moi j'étais à 15 mètres de hauteur juste en volant comme ça tout doucement, et comme c'est très lent parce qu'il y a une grosse inertie, c'était 200 kilos, pas 200 mètres cubes. Il me semblait bien que c'était trop. Et en fait, vraiment, on peut vraiment voler. Et ça, c'est juste génial. Le seul problème de la nature, c'est le vent. Et donc, lui, il imagine un truc énorme pour pouvoir voler à travers la nature. Et donc, il y aurait des plaines avec des herbes. Et moi, j'ai hâte que ça se fasse, surtout. Ah oui. Alors, ce système-là n'a pas été inventé par lui. Donc, ça a été inventé par un autre. Mais ce pourquoi il est très bon aussi, c'est de mettre en contact. Donc lui, il a imaginé l'architecture qui pourrait accueillir ça. Il a imaginé le lévitateur, qui est donc cet appareil qui permet de monter en lévitation. Ça, c'est vraiment son idée à lui. Mais donc, il met comme ça en contact et des idées. Il est tout le temps dans plein de projets différents. Enfin, notamment, il a pour donner un peu l'ordre des possibles, mais il travaille sur la coque d'un véhicule électrique à pédale avec
avec quelqu'un d'autre qui est aussi dans le domaine, qui est Xavier Van der Stappen. Ouais. Un quadricycle à 2 personnes. Caréné, un quadricycle avec un toit spécial pour la Belgique. Il a pour nos amis français, c'est parce qu'il pleut souvent ici. c'est vrai. Et donc aussi, il travaille il s'est intéressé à la problématique de loger les SDF. Donc il a créé une SBL qui s'appelle Archihuman et son bureau d'architecture aujourd'hui travaille notamment à ça, c'est-à-dire construire des logements pour SDF, mais des logements pérennes qui sont pas qui sont des logements qui vont rester. Des tentes, quoi. Ce sont pas des tentes, mais ce sont même pas des bungalows. Donc c'est une vraie maison avec des fondations, etc., avec respectant toutes les normes urbanistiques belges qui sont compliquées. Voilà. Pour nous imaginer. Pour nos amis français, compliqué. Donc ça, c'est pour le papa. Oui. Je sais pas, on vrille directement sur l'oncle ou juste décrivez un peu la famille, juste pour qu'on se rende compte. En fait, vous venez, j'hallucine. Mais... On peut partir du grand-père alors, si tu veux. Vas-y, tu veux. Allez-y, comme vous voulez, je vous écoute. Et donc le grand-père s'appelle Robert Schuiten, est un architecte aussi qui a construit pas mal de maisons, principalement dans tout ce qui est Wezenbeek, Oppem, Kruinem, etc. Donc dans des communes autour de Bruxelles. Des communes autour de Bruxelles, bien sûr. Pour nos amis français. Et Suisses aussi, peut-être qu'on a 2-3 Suisses qui écoutent. Je pense que clairement personne ne sait où c'est, à part les gens qui habitent en Belgique ou voire à Bruxelles. Ouais. Donc, et encore, c'est même un peu périphérique. Ouais. Et donc il a construit plusieurs maisons, il a construit une église, etc. Mais il était aussi passionné de peinture. Hein, je disais, la passion est quelque chose de très important et très chrétien aussi. Et donc il peignait des scènes bibliques. Et donc le jour où il a appris qu'il avait un cancer et qu'il lui restait de 3 à 6 mois avant de mourir, il a répondu, mais c'est génial, c'est juste le temps qu'il me faut pour peindre une résurrection. Et donc il est mort le dernier jour du 6e mois en ayant terminé cette fameuse résurrection. Et c'est ça le souvenir que j'ai de mon grand-père, c'est que c'est quelqu'un de passionné, quoi. Il nous invitait, tous ses petits enfants, on était, faut savoir, Schuiten, c'est une tribu, hein, je disais on est 80 ou 90, hein. Donc à ce moment-là on n'était pas autant, mais il invitait tous ses petits enfants. 90 pour nos amis français. Ouais. On va vraiment les tanner pendant tout le long. Et pardon, chers amis français, pardon. On vous apprécie parfois. Et donc, il faisait venir tous ces petits enfants et il nous montrait des scènes de la Bible. Il fallait reconnaître quelles étaient ces scènes de la Bible. Donc il y avait une sorte. Et puis après, on allait au bazar, au magasin de jouets et on recevait chacun un jouet. Donc c'était un concept. Enfin, c'était déjà ce genre. Après, pour pas donner juste une image toujours belle de la famille Schuiten, il faut savoir que après qu'on ait vu ces scènes bibliques, nous on faisait un spectacle et le spectacle c'était Prout à la messe, hein. Comme ça donnait un peu le niveau. C'était de l'impro, c'était le thème. On faisait de l'impro en famille. Quelle belle image que vous renvoyez de l'improvisation, voilà. Ça fait plaisir. Attends, mais il y avait un accessoire parce qu'il y avait un coussin péteur, figure-toi. Tu sais que j'allais dire genre pour moi c'était l'exemple de merde, tu vois. Oui, on l'a fait. On pleurait aux larmes. On avait entre 5 et 10 ans. Oh, d'accord. Ah oui, non, d'accord, ok, c'est bien. Ça, c'est une information importante. Moi, je ne suis pas sûr que je marchais à cette époque-là. Non. Moi, j'avais pas encore eu la première fois mes 18 ans, hein, donc c'était. Oui, t'étais encore vraiment tout jeune. En fait, j'aimerais bien voir des photos d'Alban jeune, et je pense qu'en fait, à 5 ans, il a l'air d'avoir 25 ans. Moi, je suis né comme ça. Donc, le grand-papa, ok. Ça me fait tellement penser genre à la famille Picard dans le genre, tu sais, c'est genre ces dynasties d'artistes comme ça complètement folles. Ouais. C'est assez fou, quoi. Et donc après, ce grand-père a eu 2 femmes, hein, donc parce qu'il y en a une qui est morte en couche malheureusement, et ils ont eu plein d'enfants, ils étaient 8. Et donc, il y a dans ces 8, il y a mon père qui est architecte, il y a son frère qui est dessinateur de bande dessinée et qui est illustrateur aussi, affichiste et scénographe. Donc, il a fait la scénographie, comme on disait avant d'enregistrer, du musée du train à Schaerbeek. Qui est hyper beau d'ailleurs. Il a fait la scénographie aussi de la maison Autrique. À Schaerbeek aussi, qui est une maison de Victor Horta, une de ses premières architectures, qui est très sympa aussi. Et il a mis en scène aussi des opéras, des choses comme ça. Okay. Il a travaillé sur les décors de films, Taxandria, ou pour plus connu,
Mr. Nobody. Oui. Ah ouais. Ouais, tout le monde futuriste a été travaillé en partie par lui. Donc Jaco van der Maal est un grand ami à lui, etc. Philippe Geluck aussi. Mais genre, parce que, j'ai appris cette semaine quand en gros, je fais tous les enregistrements et quand je parlais de ce podcast en me disant, je me réjouis de découvrir plein de choses encore sur cette famille. On m'a dit, bah ouais, l'oncle, il a fait la station de métro Arts et Métiers à Paris. Et elle est dingue cette station, enfin tu vois, vraiment. Et donc c'est lui qui l'a dessinée. Ouais. Et donc. Il a pas réalisé, il a pas. Ouais, non. Juste il a repeint les murs lui. En fait il est peintre en bâtiment. Mais c'est parce que ça gagne pas très bien. Faut bien arrondir les fins de mois quoi. D'accord, mais c'est dingue. Ouais. Et la station de Porte de Halle à Bruxelles qui a quand même pas super bien vieilli, mais c'est. Voilà, non mais quand même, enfin tu vois qu'elle a un. Le tram qui sort comme ça du mur, ça c'est Porte de Halle. Ouais, mais justement on voit qu'elle est bien typée, comme Arts Métiers, mais Arts Métiers, elle est quand même dingue. Il y a un côté un peu steampunk. Ouais, c'est vrai. Ouais, à fond, ouais, clairement. Enfin, c'est assez fou. Donc pour l'oncle, ok. Puis donc vous dans la fratrie, donc il y a une sœur encore qui elle fait aussi de l'art, des performances. Je sais pas si. Elle est très difficile à décrire ce qu'elle fait. Elle a fait des études de mode, puis elle a fait l'ERG, donc c'est des études en Belgique qui s'appellent études et recherches graphiques et qui sont des études très multiples. Donc en fait, elle a fait, je pense, sur la narration. C'était ça. Donc c'est pas des études sur lesquelles on apprend la bande dessinée, mais c'est plus généraliste et c'est un peu toutes des méthodes de narration. C'est une école assez je dirais assez fort dans la recherche. On apprend plus à remettre en question les codes qu'apprendre à rentrer dans des cases. Voilà. Plus conceptuel que concret peut-être. Ouais. Et donc elle a jamais voulu justement rentrer dans une case. Et donc voilà, elle fait plein de choses. Elle va parfois, elle fait dans le sud de la France. Elle va à un festival du design. Elle squatte dans un rez-de-chaussée dans lequel elle va imprimer avec des presses avec du sapin, je dirais, mais c'est pas ça, mais bon. Et donc c'est des presses dormeuses. Donc par exemple, elle va dormir sur son imprimé. Donc c'est le poids de son corps et de son sommeil qui va imprimer des grandes affiches. Elle fait ça avec donc ma sœur c'est Chloé Skeuten avec Clément Thierry. Et ils travaillent énormément en duo. Chaque année, ils font des performances, des expériences de vie où ils s'extraient de la vie du quotidien. Par exemple, ils vont dans des ronds-points et ils vivent pendant une semaine où ils font un jeûne jeûne de nourriture en tout cas, mais parfois même jeûne de silence pendant une semaine pour vivre des choses. Ils vont espionner Ikea et dormir dans des chambres à air. Enfin voilà, tous des trucs. Dormir dans des chambres à air. Ouais, ils ont tissé une sorte de nid du marsupilami dans des chambres à air de camions. Okay. Et donc voilà, il faut aller voir son blog. Elle a un blog, Chloé Skeuten, et donc elle fait tout, c'est-à-dire que elle fait autant de la radio que de la performance, que de la poésie, et la poésie notamment avec son cousin qui fait partie des Skeuten. Il n'y a pas le nom Skeuten parce que c'est sa mère qui lui a pas donné son nom, voilà. Mais donc Antoine Bout qui est poète et qui écrit des livres et qui fait des performances aussi, de nombreuses performances. Donc voilà, on élargit le spectre de la famille. On pourrait parler de Thierry Van Asselt qui fait de la bande dessinée aussi, de la gravure, et qui est l'un des directeurs de Frémoc, qui est une maison d'édition de bande dessinée qui est un peu alternative, donc pas du tout mainstream, qui produit des bandes dessinées absolument incroyables, qui sont des bandes dessinées presque plus œuvres d'art que œuvres d'histoire, mais ça raconte toujours une histoire, mais c'est vraiment l'objet en soi. Et enfin il y a notamment il me semble quelqu'un qui avait fait une bande dessinée sur Charleroi avec il avait pris du sang des abattoirs de Charleroi, il avait peint avec ça, donc c'est pour dire que c'est des trucs qui sont assez chargés, quoi. Ouais, assez chargés. Et puis voilà, on a une tante qui s'appelle Marie Van Asselt qui fait des photos, donc elle fait des photos d'architecture de terre, elle fait des livres qu'elle produit là-dessus, etc. Donc on a toute une panel. J'ai un de mes cousins, le fils d'Antoine Bout, Lucas Bout, qui fait ses études d'architecture en ce moment, qui est en première année. Comme je suis enseignant à la faculté d'architecture, c'est justement là. Tu l'enseignes du coup. Ouais, mais ça il faut pas le dire parce que sinon personne fera le lien. Il y a d'autres choses que je dois savoir sur votre famille ou? J'ai quand même une petite anecdote amusante que je pourrais partager. C'est que mon père
qui est donc dans ses utopies, etc. Avant qu'il se mette sur son petit nuage d'utopie, parce que aujourd'hui il vit plus sur son nuage que dans le monde réel, il est presque complètement déconnecté. Mais à l'époque, quand on était jeunes, Jean et moi, un jour on part à la mer avec tous mes cousins et mes cousines, et il y a un de mes cousins qui repère une bouteille à la mer du Nord, hein, donc faut imaginer les brise-lames, enfin les immeubles, les plages en Belgique, hein, c'est pas les plages françaises, hein, je veux dire, c'est fouillé quoi, hein, enfin les amis français fouillés. Non mais c'est beau à voir, il y a un côté justement hyper brut, hyper froid, j'aime bien. Bah écoute, t'as bien fait d'habiter en Belgique pendant un an, là. Peut-être pas pendant le confinement, mais bon. Du coup, mon cousin qui est Harold, qui est aussi un phénomène, qui a écrit un livre, Tu vas aimer notre froid, parce qu'il est parti en Sibérie apprendre le français en Yakoutie. Enseigner le français en Yakoutie, et il a écrit un livre. Son livre est une perle géniale. Ouais, et il écrit hyper bien, donc voilà, donc c'est pour te dire, on en a partout. Et donc ce cousin, mais qui était tout jeune à l'époque, qui était avec un petit moule bite et qui était là avec sa pelle occupé à creuser un trou, il trouve une bouteille dans l'eau, et dans la bouteille il y a un message, donc on déroule le message. C'est un message de Barbe Bleue, le grand pirate, qui explique qu'il a caché son trésor à la mer du Nord, et donc il y a un plan avec une carte, mais écrit avec une très très belle écriture sur un gros papier qui avait pris de l'eau, etc. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les dunes. Alors on essaye de se repérer dans les dunes. Là on trouve des petits coffres. Donc les dunes de sable qui sont sur la plage. Des dunes de sable qui sont entre les grands immeubles immondes de la mer du Nord. Hein. Donc il y en a partout de ça, parce que moi la seule fois où je suis allé à la mer du Nord, j'ai vu de ces dunes, donc c'est ok. Oui, donc c'est vraiment c'est 25 mètres entre deux immeubles. Hein. Je veux dire, c'est les dunes, les petites dunes. Enfin il y en a trois quoi. Et du coup là on trouve ces cartes, et on découvre que en fait il a caché son grand trésor sur la plage. Donc il faut partir du brise-lames, il faut faire 20 pas, puis il faut creuser, mais malheureusement c'est la journée et la marée est haute. Et donc impossible d'aller creuser. Donc tous les enfants vont se coucher, dont moi, on dort tous dans nos petits lits entassés dans des chambres, parce que on a très peu de chambres. Alors évidemment, on est à 10 par chambre, et on est tout excités toute la nuit, on rêve de ce trésor de Barbe Bleue. Et le lendemain, quand la marée est basse, on va le long du brise-lames, on marche ces 20 pas avec mes parents, on a tous nos pelles, on est tout excités. Et puis on commence à creuser dans le sable de la mer du Nord, et là on découvre un coffre. Et qu'on sort. Alors, vous imaginez la tête des gens à la mer du Nord. Mais dégoûtés à vie, hein. Tous les ans, ils viennent là, ils plantent leur parasol à cet endroit-là. Jamais ils n'ont trouvé le coffre de la mer du Nord de Barbe Bleue, et nous on le trouve. Bon. Et on sort ce truc. Il y a des poignards dedans. Il y a des tas de pièces de 5 francs belges. Alors les pièces de 5 francs belges à l'époque, elles étaient tout à fait dorées. Ouais. Donc il y a des dizaines et des dizaines de pièces dorées, etc. Et on a fait des tas de pièces dorées. On est tous partis au magasin de jouets. On a racheté plein de trucs. Et pendant des années, non, pas pendant des années. Ce coffre est toujours caché sous le lit de mes parents. Car sous le lit de mes parents, il y a une trappe. Il y a qu'une seule chose cachée sous ce lit. C'est le trésor qu'on a trouvé à la mer du Nord. Et ça, je dis chapeau. Tu nous as envoyé du rêve à ce moment-là. Oui, merci papa. On est d'accord. Ok. Non, juste, j'attendais cette chute parce que pour moi, c'est genre, tu me dis, en fait, il est toujours là-bas. Non, on est d'accord. Donc, c'était un gros coup monté. C'était un gros coup monté, oui. Mais ce qui serait drôle, c'est que maintenant, chaque année, à la mer du Nord, il y a des gens qui sont avec des détecteurs et qui cherchent le coffre, quoi. Ils se sont dit, jamais plus, nous, on se fait avoir. Non, mais c'est dingue. Et pendant des années, on ne l'a jamais su que c'était, donc c'est resté une histoire digne de... ça a duré bien plus longtemps que Père Noël et Saint-Nicolas, où ça, on avait tout de suite compris que c'était faux, évidemment. Ouais. On s'excuse auprès des auditeurs qui croyaient toujours, Spoil. On a spoilé, désolé. Ok, waouh, enfin, ok. Belle famille, dingue, ça allait être fou de faire partie de ça. Souvent, l'impro, si on revient un peu là-dessus, ça permet à des gens de juste se rendre compte que, en fait, ils ont aussi une partie artistique, puis ça leur permet d'accéder à une partie artistique de leur personne. Mais parce qu'on vient, enfin, je parle vraiment des gens normaux, ça va peut-être vous choquer. Hein, je pense pas que ça existe. En fait, t'as pas une famille d'artistes du tout, il y a personne qui a fait du théâtre, de la musique ou comme ça, peut-être à la limite t'avais un grand-papa qui jouait de la trompette, quoi. Mais tu fais de l'impro, donc tout le monde te considère comme l'artiste de la famille. Vous, de votre côté, c'est l'exact inverse. Vous venez d'une famille qui est complètement folle au niveau artistique, au niveau créativité et tout ça,
et vous faites de l'impro. Oui, pour tout dire, on est même à la traîne. Hein. Enfin, je veux dire, justement, c'est quoi ce rapport que vous avez ? C'est ça la question, c'est quoi le rapport que vous avez à tout ça ? Puis comment vous êtes perçu par votre famille, en fait, en tant qu'improvisateur dans une famille comme ça ? Parce que moi, je passe pour un taré ou parfois pour quelqu'un qui... faut pas... je vous dis, mon père, tu vas jamais gagner d'argent avec ça. Voilà, c'est un peu ce qu'il me dit. Ouais, donc... Et la Suisse, c'est comme le Luxembourg, si tu ne travailles pas dans une banque ou une institution... mais comme dit son accent, il n'est pas suisse. Hein. C'est vrai aussi. Mais ça dépend. Déjà, on a une grande famille. Hein. On a une famille aussi. Il y a la famille du côté de notre père, mais de notre mère aussi. Mm-hmm. Donc déjà, comme c'est une grande famille, tout le monde ne sait pas que moi aussi, je fais de l'improvisation, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui suivent ça de loin, mais ils en ont jamais vu. Donc, il y en a qui sont jamais venus nous voir, par exemple. Et ouais, alors c'est l'occasion parce qu'on va partager avec vous le podcast. Donc venez nous voir. Donc allez les voir. Ah oui. Ouais. Ceci dit, c'est hyper important je trouve, peu importe quand dans une famille, d'aller voir simplement ce que font les gens de ta famille, a priori d'être curieux de qui ils sont. Surtout quand c'est du côté, enfin, il y a des gens qui disent, moi tu viens pas me voir au boulot, quoi. Tu vas pas me voir planter des clous. Je fais oui, mais en fait quand tu crées quelque chose, tu livres une partie de toi-même, donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir. Donc oui, les Skeuten, allez voir Alban et Jean. Merde. C'est vrai. Non mais voilà, et maintenant ce qu'il y a, c'est que moi par rapport à mon profil, comme je fais plutôt l'informatique, etc., par rapport aux vrais artistes, je suis pas un artiste. Par rapport aux vrais artistes. Parce que eux, eux considèrent comme des vrais artistes. Artistes de métier, c'est ça que je voulais dire. Hein, c'est un débat enflammé chaque année à la Noël, donc je tiens à dire ce que c'est que les vrais artistes et les faux artistes. Non mais les vrais artistes, c'est ceux qui sont là et puis ils font de l'art, et les faux artistes. Je m'arrête là dans la blague, sinon j'ai des copyrights. Bon, non mais voilà, donc voilà, ça dépend. Moi, par exemple, le fait de pas avoir l'impression d'être un artiste, mais de faire des petits trucs artistiques, en fait, ça m'enlève toute pression. Mm-hmm. Quand j'ai fait la BD, par exemple, avec mon frère et ma sœur, qui étaient en train de dire, ouais, on va faire ça à la gouache ou à l'acrylique ou quoi. Moi, j'étais là, c'est quoi? C'est de la peinture, ça change quoi la différence? En fait, je me dis, comme je suis le plus nul, en fait, je peux faire ce que je veux. De toute façon, il y a pas je serais de toute façon en quoi. dessous, il y a pas de pression, en fait, il y a pas d'attente. Mm-hmm. Donc ça, c'est un luxe. Oui, mais je dirais même plutôt que, en tout cas, on est toujours tous intéressés par ce que font les autres, et même si il y a quelqu'un qui a pas de prédisposition à la base, par exemple pour le dessin, et qui fera un dessin, je pense que tout le monde va apprécier quand même ce dessin-là pour ce qu'il est. Et je pense que c'est comme en improvisation, c'est-à-dire que en tant qu'improvisateur expérimenté, je peux voir un improvisateur qui débute et prendre un vrai plaisir à le voir jouer, pas se sentir cette spontanéité que en tant qu'improvisateur expérimenté on a peut-être perdu, de voir ses maladresses aussi, mais ces maladresses qui finalement parfois sont d'une infinie justesse. Et donc voilà, c'est aussi de ces démarrages qu'on peut aussi s'enrichir en tant que personne expérimentée. Donc c'est très enrichissant, et Chloé qui est donc notre sœur, qui elle a fait la narration et qui est donc une formation pour la bande dessinée, ce qui n'est pas mon cas par exemple. Moi j'ai fait l'architecture, je suis enseignant en dessin à la faculté d'architecture, donc voilà, mais donc j'ai la pratique du dessin, mais j'ai jamais fait la bande dessinée, j'ai aucune notion de découpage et des choses comme ça. J'ai perdu. Je le sentais. Oui, c'est vrai, pas mal. Et donc, je vais reprendre le fil. Non. Mais tu parlais vraiment donc du coup par rapport à ce rapport. Tu disais à la famille et des gens qui en fait avaient pas de prédisposition. Oui, et du coup ma sœur, elle a trouvé ça très riche de faire ça avec nous. Elle a trouvé des choses très intéressantes dans le dessin de Johan et dans le mien pour enrichir sa pratique, parce qu'elle disait en fait j'aurais jamais abordé ça de cette manière-là, et c'est très très intéressant aussi. Et donc malgré ça, après ce sont ça c'est un cadeau de Noël, donc ça reste dans le cercle privatif, et on fait beaucoup de choses comme ça. Mais c'est un peu il y a une vieille légende comme ça chez Colgate, tu sais, où en gros c'est des gens du marketing qui sont en train de réfléchir à comment vendre plus de dentifrice. Ouais. Et tout le monde, en gros, t'as des cerveaux qui ont la même formation, qui réfléchissent à un problème. Et il y a juste le garçon de thé qui débarque et qui regarde ça et il dit juste, il faut faire un plus gros trou. Fait, comment ça ? Vous faites juste un plus gros trou sur le tube de pâte à dents et il y aura plus de dentifrice qui sort sur la brosse à dents, et forcément vous vendrez plus de dentifrice, quoi. Et tu fais ouais. Et en fait, voilà, c'est intéressant ce que tu dis, c'est un peu ça, c'est-à-dire que tu vas avoir quelqu'un qui aura aucune formation qui va se dire en fait
on n'a jamais abordé ça de cet angle-là, peut-être qu'on peut faire et ça fonctionne. C'est le concept think out of the box. Exactement, ouais. Mais tu as plus de facilité pour de le nos faire amis quand français. t'es pas... Pour nos amis français, c'est donc penser en dehors de la boîte. Donc j'aime bien ces vannes. C'est méchant, mais j'aime bien. Et du coup, comment ça influence votre rapport au théâtre d'improvisation, dans votre façon de créer des histoires, dans votre façon d'aborder l'improvisation, les concepts, la création de concepts, ce genre de choses? C'est difficile à dire. Moi, personnellement, j'ai l'impression que justement le fait d'être dans l'ombre d'Alban fait que je peux tester des choses. À la fois, on va dire tiens, c'est le frère d'Alban, peut-être qu'il a des chouettes idées, on me donne peut-être plus cette chance. Et à la fois, j'ai l'impression que potentiellement qu'on me compare, donc mais à la fois comme j'ai du retard, on va dire, par rapport à lui, que j'ai pas fait de théâtre, etc., j'ai moins cette pression. Mais juste du retard, je veux dire, au début d'accord, mais aujourd'hui ça fait 15 ans. Ouais, mais je l'ai jamais rattrapé, il reste au-dessus pour moi. Ça va maintenant. Non, c'est vrai. Tu vas te calmer maintenant. C'est clair. Non, mais c'est pas comme si t'avais rien fait non plus, enfin t'as fait une chier de spectacles. Ouais, c'est vrai. Après, c'est cool. Il y a plein de gens qui ont du plaisir à bosser avec toi. C'est difficile d'avoir une bonne vue, je trouve, de soi-même de toute façon, de son niveau, enfin, moi, personnellement, mes propres blagues me font généralement pas rire. On n'aime pas ça. Nous non plus. Je te vois sauter à pieds joints sur la blague, tu sais, vraiment. Nous non plus. Limite. T'es en train de boire et tu recraches ton verre pour pouvoir faire cette blague. Bah écoute, c'est important, non? Il n'y en a pas deux comme ça dans une vie de blague. Pour une fois qu'on peut l'enregistrer, son et vidéo, bah oui, c'est clair. Voilà. J'espère qu'elle va bien passer auprès du public. Ils vont t'adorer, la bienveillance. Et donc tu vois pourquoi quand je suis en impro, j'aime pas qu'il soit là à côté de moi. Et j'entends toujours cette petite voix. Mais ce n'est pas drôle, en crachant de Pas l'eau. de jeu de mots. Mais donc, ouais, cette influence, donc tu sens, de ce que tu dis, j'ai l'impression que tu sens toujours un spectre quand même de ta famille qui se dit, ouais, ok, de toute façon, on sera pas surpris, donc du coup, quelque part, ça t'a complètement dégagé. Si je résume, c'est un peu ça. Ouais, et que ce soit de la famille ou même de mon entourage, j'ai l'impression que, enfin, pour certains trucs, j'ai l'impression que je suis assez décomplexé par rapport à ça. Et moi, comme dit Alban, je pensais que ça me définissait personnellement, mais apparemment c'est plus familial. C'est vrai que je suis passionné par les choses. J'adore j'ai un côté créatif qui veut toujours s'exprimer. Et donc, pour moi, créer un concept, c'est juste du bonheur, quoi. Et donc, et pour moi, il faut tester les choses pour voir si ça fonctionne. Et il faut oser, en fait, il faut tout tester. On a dans les systèmes éducatifs, il y a beaucoup on punit les erreurs par des mauvaises notes ou par des punitions corporelles avant ou dans certains pays. Mais l'idée, c'est que en France, par exemple. Mais l'idée, en fait, c'est d'encourager en fait l'erreur, parce que c'est l'erreur qui constitue l'apprentissage. C'est pas moi qui l'ai dit en improvisation, même ailleurs tout le monde le dit et c'est vrai. Mais par contre, on ne l'applique pas encore. Et moi, ce genre de truc, ça me fascine. Il y a d'ailleurs un Français qui est en train de repenser le système éducatif à la manière d'un jeu vidéo. C'est un gars qui a, je retombe pas sur le nom comme ça, mais ça va venir. C'est un gars qui a travaillé un entrepreneur de Menu Next Door qui était à la tête de Coup d'État, une grande école d'entrepreneuriat en France. C'est Valentin Richard et ce gars-là, il est en train de faire un projet qui s'appelle The Journey, donc The Journey, le voyage en français. Pour les Français, pas en français, pour les Français. Et donc voilà, et ce gars-là, il s'inspire vraiment de ça, et je trouve par exemple, c'est le genre de projet qui me fait vibrer, que je trouve vraiment passionnant, quoi. Et c'est encourager l'erreur, quoi. Et c'est en lien aussi avec ton domaine, donc je pense que ça te parle doublement. Oui, bien sûr. Et pour faire le lien avec l'impro, je pense que je réalise de ça maintenant, mais à titre personnel, je vois que Johan est tout à fait dans cette optique-là, et ça vient sans doute d'un point de vue familial, c'est que le rapport que moi j'ai à l'improvisation a toujours été dans la découverte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me répète, je m'emmerde. Et je pense que de manière extrêmement générale dans l'improvisation, c'est le cas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on répète les choses, où on refait des choses qu'on a déjà fait en improvisation. Et même quand tu le fais en dehors, je trouve. Même quand tu vas faire du théâtre, par exemple, et tu dois répéter 2 fois le même truc,
t'as un peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, en tant qu'improvisateur. Ouais. Exactement. Et du coup, quand on se répète, en fait, on est moins bon. Alors, quelque part, on perfectionne, on lisse, mais c'est le plaisir de la découverte n'est plus présent et on perd énormément de choses. Donc, dans l'improvisation, il faut tout le temps se remettre en question, il faut tout le temps être en évolution. Et si par moment, on bute parce qu'on n'arrive pas à évoluer, et je pense que ça, c'est vraiment le défi de l'improvisateur, c'est arriver à continuer à avancer. Et plus on avance, plus les pas suivants sont difficiles à faire parce qu'ils sont de plus en plus petits, les évolutions sont de plus en plus dans les coins, sur les petites choses, mais on est obligé de tout le temps être en recherche parce que plus on joue, plus on se répète, et plus on se répète, plus on est ennuyeux. Et je pense que ça c'est un vrai challenge, et ce challenge n'est pas du tout lié qu'à l'improvisation, c'est un challenge pour moi qui est lié à tous les arts et qui est même lié à la vie, enfin un peu chacun dans sa profession, peu importe. Ouais, c'est clair, ouais. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce qu'ils pensent de l'impro, votre famille en général? Enfin, vous disiez, ouais, en fait, limite, on n'est pas les artistes de la famille. Est-ce que la plupart dénigrent vraiment cet art-là, ou est-ce que pas devant nous, pas devant vous? Et moi, je parle pas beaucoup d'improvisation en fait avec ma famille. J'enregistre un podcast avec eux. Ouais, c'est ça. Non, déjà, ils nous connaissaient pas. On connaît pas le nom, le prénom de tout le monde dans la famille. C'est un truc qu'il faut savoir aussi. Il faut se rendre compte. Ouais, de la taille de la famille. Non, mais rien que si on prend votre sœur, votre père, votre oncle, votre mère, et puis peut-être, je sais pas, les cousins les plus proches qui sont poètes dont vous nous parliez avant. Est-ce qu'ils ont du plaisir à vous voir en impro? Qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient de l'impro? Est-ce qu'ils voient quand même du théâtre? Est-ce qu'ils voient une sous-marque du théâtre? Ouais, attention, parce qu'il y a aussi une partie qui fait de la performance. Alors, attention, parce que la performance, c'est absolument indéfinissable. C'est essayer de définir la performance. On arrive toujours à peu près sur le spectacle. Et si on leur dit qu'ils font du spectacle, on vexe beaucoup les gens qui font de la performance. Alors, quelque part, l'improvisation, c'est de la performance, mais ce n'est pas de la performance. Hein, donc, on est dans ceci n'est pas une pipe. Et donc, il faut bien se rendre compte que déjà, ce rapport entre la performance et l'improvisation est quelque chose de très ambigu parce que c'est à la fois très différent, mais c'est quasiment impossible de définir la différence entre les deux sans être passé au lance-flamme par un membre d'une des deux communautés. Un peu comme le théâtre et l'impro, quoi, en fait. Ouais. Mais je pense que entre le théâtre et l'improvisation, il y a déjà un peu de lance-flamme, mais je pense que la performance, elle essaye vraiment de se tenir très très loin de tout ce qui est art de la scène. Hein. Ils essayent vraiment de dire qu'on n'est pas la même chose. Donc, je dirais que par rapport aux gens qui font de la performance, je pense qu'il y a assez peu d'intérêt pour l'improvisation parce que je crois que ça les ennuie assez vite. Sincèrement, il y a toute une partie de la famille. Alors les réactions sont très diverses. Hein. Après, il y a la bonne et la mauvaise impro, mais bon. Il y a toute une partie de la famille qui est pas du tout, qui s'intéresse pas à ça. Aux réunions de famille, il y a assez peu de réunions de famille. On se réunit tous, donc c'est souvent la Noël. Mais il y en a avec qui on discute pas tellement parce qu'on n'a pas d'affinité. J'ai des cousins qui sont fascinés, qui trouvent ça génial et qui disent qu'ils ont déjà entendu parler de nous via et qu'on est des stars, mais alors que l'improvisation, je pense, alors si l'improvisation des stars, c'est sûrement ni Johan ni moi, sans vouloir dénigrer ce qu'on propose, hein, parce que bon, je pense que Corneille non, mais les goûts, les couleurs après aussi. Enfin, tu vois, quand tu dis les gens de la performance boudent un peu et ça leur parle pas, je me dis bah oui, parce qu'il y a peut-être, je sais pas comment ils voient ça, cette performance, mais peut-être une recherche artistique justement qui brise des codes ou qui dénonce quelque chose de politique ou j'en sais rien, tu vois, qu'on va pas nécessairement retrouver dans l'improvisation ou dans chaque spectacle d'improvisation. Mais je me demandais à quel point il y avait cette curiosité quand même, parce que c'est intéressant, tu vois, de se dire qu'il n'y a pas forcément un intérêt unanime dans une famille remplie d'artistes comme la vôtre. Et moi, c'est pareil. Ma famille, il y a zéro artiste, zéro, vraiment rien. Bah, pareil, j'ai dû me battre pour que mes parents viennent me voir jouer, tu vois, parce que il n'y a pas d'intérêt non plus. Et je pense peut-être que l'impro c'est de la merde en fait. Alors, je tiens à dire quand même que nos parents viennent nous voir de temps en temps. Ils sont quand même présents et c'est vraiment très agréable. Et nos frères et sœurs aussi viennent de temps en temps nous voir. Je parle
un peu plus de la famille élargie. Après, j'ai des cousins aussi qui sont pas du tout dans le domaine de l'improvisation ou dans le domaine artistique et dans le domaine ce domaine-là. Donc les non-Skeuten. Voilà, les non-Skeuten. Les Skeuten, non-Skeuten. Non-Skeuten, Schuitan. D'ailleurs, on l'a pas encore précisé. Oui, pour nos amis français. C'est une vraie parenthèse. C'est une vraie parenthèse. Certains connaissent donc François Schuitan ou Schuiten, voilà, parce qu'il a pas mal de succès en France, entre guillemets, tant que la bande dessinée puisse avoir du succès, mais je pense qu'il a quand même creusé un peu son trou dans le domaine, et donc voilà, il a fait notamment la série des Cités Obscures, qui est une série de bande dessinée que vous pourriez découvrir. Qui n'est pas disponible sur Netflix d'ailleurs. Enfin, on m'aide. Mais ceci dit, on a beaucoup parlé, et on m'a dit que c'était magnifique, enfin vraiment tout ce qu'il faisait, donc je me réjouis de découvrir ces BD aussi. Je suis pas très BD en général, donc profitez de me jeter dessus. J'espère que vous m'avez ramené un cadeau. Mais donc si on résume un peu, votre famille vous a permis de vous rendre curieux, d'essayer des choses différemment, puis d'avoir toujours de l'intérêt pour essayer plusieurs choses, que ce soit en impro ou en dehors de l'impro, d'oser essayer les choses. C'est un peu la synthèse de tout ça, quoi. Oui, je pense que ça nous a donné aussi le goût de la passion, en fait. Je pense que on a trop d'exemples autour de nous qui sont des vrais passionnés. Et si je veux parler de moi, je pense que ma passion, c'est le jeu. C'est raconter des histoires et c'est la narration. Raconter des histoires et faire le corbeau. Je m'excuse, Alban. Il y a aussi ça que t'aimes bien faire. Faire des animaux. Oh, bah, tu sais, Max Dufresne me dirait que je fais très bien l'autruche. Ceci dit, il a raison. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'on se ressemble et il y a des gens qui disent qu'on se ressemble pas du tout. Ouais. Et je pense que les deux ont raison. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est qu'en impro, quand on nous voit sur scène de loin, on est les mêmes, parce qu'on a le même corps. Du coup, vous ressemblez aussi tous les deux à Maïder Deschamps. Oui, tout à fait, effectivement. Et d'ailleurs, j'ai regardé l'autre jour un sketch de Max Bird. Ouais. Et en fait, c'est marrant parce qu'il avait une manière, quand il fait le Vélociraptor, et je me suis dit, tiens, on dirait Alban. Oui, je me suis fait la même remarque. Oui, c'est moi qui lui ai tout appris sur les animaux. Hein. Après, il m'a pas demandé de conseils sur autre chose, mais sur les animaux, j'ai beaucoup donné. Est-ce que vous êtes chaud pour faire un petit jeu pour clore ce podcast? Ça vous motive? Oui. Alors je vous propose un jeu qui s'appelle La question qui est vite répondue. Vous aurez chacun à votre tour 24 secondes chrono pour répondre à un maximum de questions générées de façon aléatoire là-dedans, donc vous n'aurez pas les mêmes questions. 24 secondes une fois pour Johan et 24 secondes ensuite pour Alban ou l'inverse. Je vous propose de régler ça très simplement pour savoir qui démarre. Non, c'est bon, en pointant du doigt, on va jouer à Bunny. Bunny, non, c'est pas du tout ça. Non, on va faire un truc tout simple. Je vais vous demander de simplement vous complimenter. Vous envoyez des compliments dans la face, chacun votre tour, et le premier qui a court de compliments, laisse la main à l'autre. C'est parti. Je viens de faire tomber des trucs, c'était cool. Je pensais que c'était le jingle. Non, ça aurait pu. Tu démarres ? Ouais, tu me ressembles beaucoup. Et c'est perdu. Je pensais que je pourrais au moins dire un compliment, mais non, j'ai déjà gagné la main. Directement l'ego qui revient, c'est con. Est-ce que tu souhaites prendre la main ou la laisser, Johan ? Je vais prendre. Comme ça, j'aurai plus d'imprévus. Ok, ça marche. Alors attention, je trie les questions. Tu auras donc 24 secondes pour répondre. À la fin de ces 24 secondes, il y aura une alarme. Est-ce que tu es prêt ? Oui, il faut savoir que je suis très indécis. Hein. Ça va. Comme ça, on voit le challenge. C'est parti. Complète la séquence. Quoi, qui, où, est ? Comment ? Oui. Selon toi, le match d'impro, c'est un bon concept ? Oui. Le nom de ta première équipe ou troupe d'impro ? Le poil. La ville de ton meilleur déplacement ? Moucron. Le nom de ta comédienne ou comédien préféré ? Marina Rollman. Ok. Marina Rollman ? Ah ouais. L'influence suisse, peut-être. C'est vraiment l'influence suisse. Mais c'est marrant parce que Marina,
Moi, je la connais, enfin, je la connais pas vraiment, pas mais une pote, hein. juste, non, c'est pas une pote. Ok. Non, mais dans le sens, j'ai jamais rencontré Marina Rollman. Ok. Mais il a c'est- couché avec, par contre. Même pas. En Ma Bluetooth. vie et moi, on était toujours très sages. Et non, mais c'est juste drôle parce que, en fait, c'est une amie d'amis et gentiment, tu la vois à France Inter, ce qu'elle fait, c'est vraiment cool et tout, mais genre au tout début, scène stand-up. T'as vu son premier stand-up Ouais, j'ai vu des sketchs par-ci par-là, puis après, moi je suis pas très fan de stand-up, mais du coup, Ok. tu dis juste, ouais, ok, il y a du job encore, quoi. Puis genre, gentiment, tu la vois progresser, donc France Inter, machin, puis tout d'un coup, genre, je regardais une série dernièrement, c'est 10%, Ok. une série avec des agents, machin, puis genre, à chaque fois, le principe de l'émission, c'est qu'à chaque fois, il y a une star qui joue dans les épisodes. Et genre là, il y a je sais plus quelle superstar, je crois que c'est Sandrine Kiberlin qui joue. Puis t'as Marina Rollman qui débarque et qui joue Marina Rollman. Enfin, genre elle joue son C'est propre classe, rôle quoi. dans une série comme ça. Et tu fais, ok, bah, c'est vraiment classe quoi. Enfin bravo. Elle- Tout ça pour vous remettre un petit peu à votre place aussi, parce que oui, j'ai une famille, nanana, bah il y a des gens qui font des trucs bien. Il y a des gens qui jouent dans 10%. C'est la classe. Ok Alban, est-ce que tu es prêt pour répondre à ces questions? Oui. C'est parti. Le pire bug que tu as eu dans un spectacle d'impro? Ça démarre fort. Je crois que c'est ça la réponse. J'ai jamais bugué. Le nom de la star dont tu étais fan quand tu étais ado? Tu vas battre le record à l'envers. Brad Pitt. T'as déjà dit du mal d'un autre improvisateur ou improvisatrice? C'est officiel. C'est le plus mauvais score à ce jeu depuis le début de ce jeu. Tu sais quoi, ça m'a tellement fait rire de bugger sur la première que j'ai bugué sur la deuxième exprès. C'est ça. Donc on a 5 à 2. J'insiste là-dessus. Le record c'est 10 jusque-là. 10 réponses. C'est qui a fait ça? Qui est-ce qui Je ne sais pas. Je ne sais plus de tête qui a fait ça, mais je le retrouverai. Mais qu'on ait au moins le champion et qu'on puisse Attends. essayer de le battre, parce que là moi je me sens chaud. C'est pas fini, les enregistrements ne sont pas terminés, il reste encore un enregistrement à faire au moins. Alors moi Donc je on verra. te parie que personne ne battra mon score Ah vers non, le mais bas. Ça, je te le signe aussi, ça. On est d'accord que Je resterai sur le tableau. personne ne fera moins bien que 2. Non mais il a fait 2 questions, mais il a pas fait 2 réponses. Quoi. La première j'ai passé. Hein. C'est vrai en plus. Allez, 1,5 à 5 donc pour Jean. Félicitations Jean. On arrive à la fin de Et ce je suis le podcast. premier à avoir des points demi. Hein. Non, ça non. Pour le coup, on a eu déjà des demi, des petites histoires comme ça avec des gens qui n'étaient pas francophones, donc j'ai été sympa. Voilà. Mais donc du coup, t'es au même niveau que certaines personnes qui ne sont... Non, même pas. T'as fait moins bien que des gens qui ne sont pas francophones. Je te félicite, Alban. On arrive à la fin de ce podcast. Il me reste à vous poser 3 questions. La première, c'est comment est-ce qu'on peut En vous combien suivre de temps? En combien de temps? Vous avez le temps d'y répondre. Comment on peut vous suivre? Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir ce que Alban et Jean Skuyten font? Alors moi je suis sur les réseaux très classiques, Facebook et LinkedIn. Ouais. Donc selon si vous voulez suivre le côté professionnel, innovation ou personnel. Mhm. Mais en fait j'ai fait plein de photos sur un site qui s'appelle GuruShot, qui est Ouais. un site de jeux et de photos. Mais voilà, c'est pas vraiment à jeux et suivre, de c'est juste photos. à regarder une fois et si Ouais. on aime bien, on y retourne. Ok. Donc Gourou voilà. photo. Sinon il faut regarder. Bon, faut taper mon nom dans Google, il y a pas 1000 résultats. Donc Jean, donc avec un H en plein milieu. voilà. Et puis pour te suivre sur les futurs spectacles dès qu'on pourra, ta page Facebook notamment, ça, c'est le bon endroit pour se repérer. Oui, voilà. Ouais. On fait de la pub généralement. Ouais, clairement. Likez ces pubs, s'il vous plaît. De ton côté, Alban, si on veut te suivre pour savoir, à part évidemment aller voir les spectacles d'impro suisse, la Ligue Pro où tu fais le corbeau, comment est-ce qu'on peut faire pour... Mais actuellement, ils veulent plus que je joue en Belgique, donc je vais jouer en Suisse régulièrement. Sur Facebook aussi, c'est là où je parle des spectacles dans lesquels je joue. Seulement pour l'instant, je ne joue pas, comme le monde général du théâtre. On ne joue pas. Donc voilà, je tiens à dire que voilà, on fait des podcasts parce qu'en fait c'est pas comique. Non mais franchement, donc là, peut-être que vous rigolez devant votre ordinateur, mais on vous entend pas. Non, on vous entend pas rire. Et du Non. coup, ça sert à rien d'arrêter. Ouais. Et 2 choses à vous demander, si vous pouvez offrir à nos auditeurs, auditrices. La première, ce serait un petit conseil, du coup, venant d'une famille comme la vôtre. Un conseil qu'on peut donner à des gens qui font de l'impro depuis longtemps, pas longtemps.
Un conseil en improvisation alors? Ouais, pas un plutôt. conseil de vie, quoi. Un conseil en improvisation plutôt. Je vous sens un peu plus apte pour ça que de vous dire dites non à la drogue. Parce que je vous connais les Skeleton. Jusqu'ici, j'allais conseiller ce podcast à toute ma famille Skeleton parce que je trouvais qu'on avait plutôt bien réussi à pas trop les démolir. Donc maintenant, je peux y aller, on peut les démolir. Vas-y. Donc, tante Ursule. Non, un conseil d'impro, moi je dirais, l'impro c'est des paliers comme on le dit souvent en apprentissage, et on a toujours une mauvaise vision généralement de soi, sauf si on est français et qu'on a beaucoup d'arrogance, mais normalement, voilà, je veux dire, il y a plein de gens qui sont très modestes. C'était une blague. C'était une blague. D'ailleurs, on sait bien que la réputation des Français vient uniquement des Parisiens, donc les autres sont très sympas en Je crois vrai. qu'il n'y a rien autour de Paris, c'est pour ça aussi. Et puis il y a beaucoup de non-parisiens à Paris. Enfin bref, donc ce que je voulais dire, non, c'était plutôt que je vais perdre le fil maintenant aussi. Tu parlais des paliers d'apprentissage. Ouais, exactement. Et que, il faut pas hésiter, en fait, à faire des feedbacks positifs à des gens quand ils font des chouettes impros, des chouettes personnages. Parce que peut-être qu'avec un peu de chance, en retour, ils vont le faire aussi quand vous allez faire des chouettes trucs. Et qu'en fait, ça joue sur la confiance en soi. Et je pense que la confiance en soi, c'est 30% des bonnes prestations qu'on fait en impro. D'être bienveillant, de manière générale, d'être bienveillant, puis de pas avoir peur de dire, en gros, quand c'est bien aussi. On a cette tendance à être critique, mais aussi... c'est ça, exactement. Ouais. Et se nourrir de ça, en fait, des petits feedbacks, parce que moi, il y a plein de moments où je me dis, j'ai l'impression que je suis pas top, j'ai fait un mauvais spectacle, et puis je croise des spectateurs qui me sourient et qui me font des pouces, et je me dis, cette personnage, je l'ai bien fait, puis on me dit, ça, c'est qu'il croit que t'es le serveur. Ton personnage-là, il était génial. Il croit juste que t'es le serveur, tu sais. S'il vous plaît, notre commande, d'accord. C'est mieux ça que le corbeau. Et voilà, des petits trucs comme ça, des gens qui disent, en tout cas, tes personnages, ils sont toujours géniaux, et en fait, tu te dis, j'avais pas remarqué ça, et je vais faire confiance à cette personne-là pour avancer, pour oser, et pour déchirer, quoi. Surtout que c'est tout bête, mais de réussir à voir, parce que nous, on a parlé de ça dans un autre enregistrement, on se voit avec nos yeux, et parfois de réussir à voir à travers les yeux de quelqu'un qui a une autre pratique, qui n'a pas de pratique, dont c'est le premier spectacle, ou peu importe, tu te dis, en fait, je suis aussi ça. C'est aussi ça, moi. C'est pas seulement ce que moi je pense de moi, c'est aussi, il y a plein de choses qui définissent ça. Et du coup, ça, on a moins de facilité à le faire en général, de se voir à travers les yeux des autres. Donc effectivement, n'hésitez pas à lancer vos yeux sur scène aux improvisateurs et improvisatrices qui en ont besoin. De ton côté, Alban, est-ce que tu as un conseil à donner ? Je vais reprendre une petite manière de voir l'improvisation qui est de Hugues Hamelink, qui donc est justement déjà passé dans les podcasts. Alors je sais pas si un jour ce podcast sera diffusé avant ou après, mais en tout cas je trouve que c'est une bonne manière de voir l'improvisation, et quel que soit le stade où on en est, je pense que c'est intéressant de le redéfinir comme ça. Il dit l'improvisation c'est 4 quarts. Et le premier quart, c'est l'entraînement. Donc il faut aller s'entraîner. Donc pour les vieux cons qui s'entraînent plus, il faut aller s'entraîner, les gars, faut se bouger. Le deuxième quart, c'est jouer des spectacles. Il faut jouer. Le troisième quart, il est très important aussi. Il faut aller voir les spectacles des autres. Donc autant pour les jeunes, alors faire de l'improvisation sans aller voir de spectacle et sans savoir ce que c'est, ça n'a pas de sens. Pour les vieux cons qui regardent que leur propre spectacle, c'est intéressant d'aller voir le spectacle des autres, parce que d'abord ça fait plaisir aux autres. Et puis après ça nous amène au dernier quart qui est le plus important de tous, c'est aller boire des bières. C'est un vrai quart, c'est-à-dire que c'est vraiment hyper important d'aller boire des bières et de discuter d'improvisation, de débriefer. Et donc là, on peut revenir à ce que Johan disait sur la bienveillance, dire ce qu'on a aimé. De dire aux gens ne pas dire à quelqu'un qu'on n'a pas aimé, qu'on a aimé ce qu'il a fait, parce que je pense que c'est important aussi que ces gens-là arrêtent. Ouais. Voilà, ça c'est un message pour les Français. Les pauvres. Surtout que les Français c'est tellement général. Moi ça me fait beaucoup rire parce que effectivement donc le podcast que nous enregistrons aujourd'hui sera diffusé avant celui qui a déjà été enregistré avec Hugues, qui a dit exactement pareil, et ça me fait vraiment rire. Donc l'histoire des 4 quarts. Il a donné le même conseil. Il a donné le même conseil, ça me fait vraiment rire. Donc du coup si tu veux je peux mettre un autre conseil. Alors Alban, est-ce que tu as un conseil toi aussi à donner? On est bien avec celui-ci. Mais c'est un quart important. Puis dans le dernier quart, il disait aussi de pas hésiter à aller voir les gens en disant j'aime bien ce que tu fais, j'ai envie de travailler avec toi. Et de pas avoir peur de simplement faire ça. Je crois que c'est Hugues qui disait ça, je sais plus maintenant, mais... Moi, les gens s'arrêtent au milieu de phrases, en fait. Ce serait bien que... C'est dommage. Non, j'adore ce que tu fais. Allez, salut.
Dernière chose, est-ce que vous avez des recommandations, des spectacles à voir en ligne, des livres, des BD, des jeux, des films, n'importe quoi qui pourrait nourrir la créativité de nos auditrices et auditeurs? Alors dans les séries, moi je propose Black Mirror. Il faut juste pas être déprimé et zapper le premier épisode qui va vous dégoûter. Mais sinon, je trouve que c'est par celui-ci, pour moi j'adore cette série parce qu'elle est hyper créative et elle me montre d'autres futurs que mon père me montre. Même si j'adore ses futurs à lui aussi, bien sûr. Non mais j'adore la créativité et pour moi c'est la série la plus créative. Okay, une série d'anticipation qui s'appelle donc Black Mirror. Dans le même genre, je rebondis, Upload. Qu'on m'a recommandé. En gros, Upload, c'est aussi une série d'anticipation qui reprend un petit peu cette idée de la technologie et tout ça. Quand tu meurs, on va t'uploader dans un cloud et en gros, c'est tes descendants qui vont payer pour que tu aies accès en fait à tout ce qui est divertissement et tout ça. Okay. Et si forcément ils ne payent pas, tu te retrouves dans je crois que ça s'appelle le 2 gigas. Donc t'es compressé quoi. Surtout que les seules choses que tu as à lire, c'est genre des modes d'emploi, ils sont pas dans ta langue. Enfin tu vois, c'est vraiment con comme ça. Et par contre c'est super bien aussi. J'ai pas encore eu l'occasion de la voir, mais je vous la recommande quand même parce que la personne qui me l'a recommandé, je lui fais confiance. De ton côté, Alban? C'est une bonne question. Je vais vous recommander de pratiquer du jeu de rôle. Ça peut paraître dire du judo. Je comprends pas. Aussi, le judo c'est vraiment bon pour votre santé en ce moment, mais par contre le jeu de rôle. Alors pourquoi le jeu de rôle? Parce que en fait en réalité c'est pas extrêmement loin de l'improvisation théâtrale, donc on est un petit peu entre le croisement, on va dire, du conte, la narration du conte, le jeu de société et l'aspect représentation théâtrale, performance. Et il existe beaucoup de sortes de jeux de rôle différents qui permettent de pousser plus ou moins certains aspects. Donc il y a des jeux de rôle qui sont beaucoup plus tactiques, beaucoup plus presque wargame, etc. Et puis il y a des jeux qui sont beaucoup plus narratifs. Et donc voilà, je vous propose ça parce que c'est quelque chose, je pense que il n'y a pas dû avoir souvent, comparé à mon conseil précédent qui est repris de Hugues. Mais donc voilà, là les jeux de rôle, c'est pas que Donjons et Dragons. Ça aussi c'est important parce que souvent on imagine ça, on imagine Donjons et Dragons et genre des geeks qui vont se faire en fou d'une cave et qui vont faire semblant d'être ou les jeux de rôle grandeur nature. Voilà. Mais en fait, il existe 1000 autres choses qui n'ont rien à voir avec ça et qui sont hyper divertissantes. Et donc, on en trouve même aujourd'hui dans les magasins de jouets. Donc, par exemple, Château Aventure, c'est déjà une sorte... Château Aventure, on est vraiment entre le jeu de rôle et le jeu de société. Donc là, on est déjà encore dans un mixte. Mais il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle Pour l'arène, qui est du jeu de rôle, qui est du jeu avec des cartes qu'on trouve aujourd'hui dans tous les magasins. Il est sorti il y a pas très longtemps. On pourrait aussi télécharger, par exemple, Zombie Cinéma, qui est un jeu de rôle, mais qui est très intéressant pour une chose très simple. Le nom me plaît déjà. Ouais, c'est un jeu de rôle. Les règles sont sur une page. C'est un Finlandais, je crois, qui a écrit ça. Ça a été traduit en français, donc ça se trouve en googlant et ça se trouve gratuitement parce que c'est mis à disposition. C'est tout l'opposé de ce qu'on connaît du jeu de rôle, c'est-à-dire que c'est une feuille A4 recto verso, puis c'est des cartes. Et l'idée, c'est que c'est de la narration partagée, donc il n'y a pas de maître de jeu habituellement au jeu de rôle, et on va partager une histoire, on va la raconter ensemble autour d'une table, juste avec quelques amis. Et en fait, on va jouer des personnes qui sont dans la ville où on est aujourd'hui. Donc on jouera à Bruxelles, on choisit un lieu ensemble, on pioche des cartes avec des mots qui définissent le personnage, donc on va décrire notre personnage aux autres, et ce qui va se passer, c'est qu'on va décrire une attaque de zombies dans ce lieu, et on va devoir essayer de les faire survivre le plus longtemps possible. Ok, trop bien. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en réalité, tout ce jeu est basé sur des principes d'improvisation. C'est-à-dire que peut-être que parfois ça manque d'explications dans les règles parce qu'elles sont très résumées, mais si on applique tous les principes d'improvisation, on s'en sort très bien. Par exemple, s'il y a un des joueurs autour de la table qui décrit une scène, c'est très important que le joueur qui joue avec lui ne le contredise pas. C'est-à-dire qu'on va pas dire « Ah non, c'est pas une bonne idée, on va pas aller dans la voiture, on va plutôt aller dans le magasin de vêtements. » Non, il faut toujours accepter, si le joueur qui a la parole dit « On va dans la voiture », il faut accepter cette information de la voiture, et puis après il faut dire et qu'est-ce qu'on en fait, c'est-à-dire on rentre dans la voiture, peut-être qu'on en plus quoi. Et en plus, et ça c'est une des règles fondamentales
de l'improvisation théâtrale. Donc non seulement ce jeu de rôle est un apprentissage à l'improvisation théâtrale, mais en plus de ça, les gens qui ont peur de jouer avec public, par exemple, ils pourraient très bien faire du jeu de rôle simplement car voilà. Et là, on est dans un aspect très narratif et très peu jeu de société avec des dés, des statistiques, des bouquins de règles. Voilà. Et ça se joue en une soirée, c'est une demi-heure par personne. On est à 3, ça se joue en 1h30 quoi. Ok. Donc ça reste très différent du jeu de rôle dont on a l'habitude, où on entend que pendant 5 ans on joue avec des geeks au fond d'une cave. ce que je fais. Ça me fait penser, quand tu dis c'est très important le oui est, ça me fait penser à cette phrase. En français, on a un peu plus de peine, c'est the importance of the end. The end comme l'importance de la fin ou l'importance du est. Et je trouve ça, j'aime bien cette phrase d'ailleurs, je vais l'écrire sur mon mur Facebook. Merci beaucoup pour vos recommandations, donc Black Mirror et puis de manière générale les jeux de rôle. Le dernier tu m'as dit qu'il s'appelait C'était Zombie Cinéma. Zombie Cinéma, comment je peux oublier ce nom? Magnifique, merci beaucoup pour ça. Bah voilà, c'est fini. Ce podcast, vous avez passé un bon moment? Bah ouais, super. On va faire le 4e quart, on va boire des bières. On va faire 4e quart maintenant, c'est sûr. Et pour toi qui nous écoutes, bah voilà, ça s'arrête là pour toi. Désolé, on peut pas t'emmener avec parce qu'on est en différé, mais sinon on l'aurait fait avec plaisir. Mais en attendant, tu peux te rendre sur notre site internet www.impro-suisse.ch. Il y a plein de contenus, on a un blog, on a d'autres podcasts à te faire écouter, on a des vidéos humoristiques aussi qui vont s'ajouter au fur et à mesure. Donc n'hésite pas, n'hésite pas, c'était joli. www.impro-suisse.ch. Sinon, soutiens-nous, abonne-toi à nos pages Facebook et Instagram, c'est très important de s'abonner parce que comme ça, ça nous fait de l'influence. Et toi, ça te coûte peanuts. Donc, Instagram, Facebook ou YouTube, impro-suisse ou impro-suisse, tu vas nous trouver. Voilà. Très bonne suite à toi. Clique sur le prochain lien et mets des pouces bleus. Tu fais super bien le vendeur. On y croit. Hein. Ouais.